Chaque matin, une serveuse nommée Elena aidait un vieil homme, sans savoir qu'un jour, ses avocats franchiraient la porte du café à sa recherche. À 8h47, la clochette au-dessus de la porte du café Aurora tinta. Mais ce n'est pas le son familier qui fit figer Elena, c'est le silence soudain et total qui suivit. 5 hommes en costume noir impeccable entrèrent, et la tension devint si pesante que même la poêle grésillante sur la cuisinière sembla se taire. Elena Rivas, 29 ans, essuyait une table quand elle leva les yeux et vit une scène qui lui coupa le souffle. 4 gardes du corps imposants entouraient un homme plus âgé, aux cheveux argentés et portant une mallette en cuir coûteuse. Les yeux de l'homme parcoururent le café jusqu'à croiser les siens. « Êtes-vous mademoiselle Elena Rivas ?» demanda-t-il en s'avançant droit vers elle. Le cœur d'Elena s'emballa. S'agissait-il d'ennuis judiciaires, des dettes de sa mère? Elle hocha légèrement la tête, trop surprise pour parler. Tout le monde s'était arrêté pour observer. Clara dans la cuisine, son patron Ramiro Diaz derrière le comptoir, et les quelques clients matinaux. « Je m'appelle Dr Esteban Carvajal », poursuivit l'homme calmement. « Je représente la famille Velasco. Je dois vous parler de monsieur Ricardo Velasco. » Ce nom lui fit fléchir les genoux. Ricardo, le vieil homme discret qui s'asseyait toujours à la table 7. Il venait chaque matin depuis 2 ans, arrivant à 7h30 pile, commandant un café noir et un toast complet, et la saluant d'un simple « bonjour » à peine audible. Il avait 78 ans, doux et réservé, mais avec le temps, elle s'était attachée à lui. « Est-ce qu'il va bien ?» demanda-t-elle enfin, la voix tremblante. Le docteur Esteban Carvajal baissa la tête. Monsieur Velasco est décédé paisiblement hier soir chez lui. Il a laissé des instructions très précises vous concernant. Les jambes d'Elena flanchèrent et sa poitrine se serra. Ricardo était parti. Ce vieil homme fragile dont les mains tremblaient en essayant de couper son toast. Celui qu'elle avait toujours aidé avec patience et gentillesse, celui qui laissait exactement $2 de pourboire chaque jour, bien qu'elle sache que c'était plus qu'il ne pouvait se permettre, et elle les acceptait parce que cela comptait pour lui. « Je suis désolée, » murmura-t-elle les larmes aux yeux, « mais je ne comprends pas pourquoi. »« Il vous a laissé quelque chose, » dit doucement le docteur Esteban Carvajal en ouvrant un dossier. Monsieur Velasco était très discret sur ses finances. Vous devez nous accompagner au bureau. Ramiro Diaz s'avança, inquiet. Elena, que se passe-t-il? Avant qu'elle ne puisse répondre, le docteur Esteban Carvajal esquissa un léger sourire, le premier depuis son arrivée. Au contraire, mademoiselle Rivas, vous n'avez rien fait de mal. Elle avait tout fait comme il faut. Elena jeta un regard autour du petit café où elle travaillait depuis 4 ans, le même endroit où elle avait supporté les regards condescendants en tant que seule employée venant d'un quartier défavorisé, et où elle avait entendu des remarques discrètes mais blessantes sur les gens comme elle qui servaient les autres. C'était aussi l'endroit où Ricardo était apparu un matin et, contrairement aux autres, l'avait traitée avec le respect qu'elle avait toujours mérité. Alors qu'elle défaisait son tablier avec des doigts tremblants, elle ignorait encore que les minutes suivantes allaient bouleverser sa vie à jamais. Car Ricardo Velasco n'était pas seulement un vieil homme esseulé, et très bientôt sa famille découvrirait que sous-estimer une serveuse comme elle serait la plus grande erreur de leur vie privilégiée. Si cette histoire de gentillesse, de secret et de justice inattendue vous touche, abonnez-vous pour découvrir comment un simple geste de compassion peut devenir la plus belle revanche contre les préjugés enracinés d'une famille aisée. Le cabinet du docteur Esteban Carvajal occupait 3 étages entiers dans un immeuble moderne situé au cœur du quartier financier de la ville. Tout y était luxueux et impeccable. Murs en marbre, mobilier en bois sombre et vue panoramique sur la ville, valant plus que le salaire annuel d'Elena. Elle se sentait minuscule en parcourant ces couloirs silencieux, ses baskets usées grinçant sur le sol brillant. « Par ici, mademoiselle Rivas », dit le docteur Esteban Carvajal, la conduisant vers une salle de réunion où 3 personnes attendèrent déjà. Elena n'eut pas besoin d'explication.
Elle comprit immédiatement que ces gens allaient la juger. Installée dans des fauteuils en cuir qui ressemblaient à des trônes, Béatrice Velasco, une femme de 50 ans dont la beauté glaciale était taillée par une vie de privilège, son fils Thomas, 28 ans, vêtu d'un costume qui valait sûrement plus que la voiture d'Elena, et une jeune femme blonde, apparemment son épouse. Béatrice leva à peine les yeux quand Elena entra, tandis que Thomas la détailla avec un mépris à peine dissimulé. « C'est elle ?» demanda-t-il d'un ton sec, comme si elle était un insecte à observer au microscope. « Thomas, s'il te plaît » murmura le docteur Esteban Carvajal, bien qu'il semblait lui-même mal à l'aise. « Asseyez-vous » dit-il, en désignant une seule chaise isolée des autres. Elena s'assit avec l'impression d'être sur le banc des accusés. Le docteur Esteban Carvajal ouvrit un dossier épais. Le testament de M. Ricardo Velasco a été enregistré il y a 3 mois après qu'on lui ait diagnostiqué un cancer du pancréas. Il a choisi de ne pas en informer sa famille. Béatrice haussa un sourcil avec un sourire cynique, typique de papa, dramatique jusqu'au bout. Il a également laissé des instructions très claires sur la façon dont cette lecture devait se dérouler, poursuivit Esteban Carvajal. Tout d'abord, la famille hérite du manoir de Beacon Hill, des 2 maisons de vacances, de sa collection d'art estimée à 12 millions de dollars, ainsi que d'un fonds fiduciaire de 50 millions à partager équitablement entre Béatrice et Thomas. Elena sentit l'air quitter ses poumons. 50 000. Elle n'arrivait même pas à imaginer une telle somme. Thomas se détendit, s'adossant à sa chaise. Au moins, le vieux n'avait pas complètement perdu la tête. Cependant, poursuivit Esteban Carvajal, son ton changeant légèrement, il y a une seconde section dans le testament, concernant l'entreprise familiale. Béatrice fronça les sourcils. Quelle seconde section? En tournant la page, Esteban Carvajal lut lentement. La chaîne de restaurants Velasco Holdings, qui comprend 47 établissements dans 6 États, le centre de distribution principal et tous les biens associés. Il s'interrompit, regardant directement Elena. Doivent être transférés en totalité à mademoiselle Elena Rivas. Le silence qui suivit fut écrasant. Le visage de Béatrice pâlit, tandis que Thomas s'étranglait presque en respirant. « C'est forcément une erreur », dit Béatrice d'une voix maîtrisée, mais teintée de panique. « Ça ne peut pas être vrai. »« Il n'y a aucune erreur », répondit calmement Esteban Carvajal. « De plus, M. Velasco a prévu un fonds de fonctionnement de 15 millions de dollars pour l'amélioration des restaurants et leur expansion future, le tout sous l'autorité exclusive de mademoiselle Rivas. » Thomas explosa. « C'est de la folie. Ce n'est qu'une serveuse. Elle ne connaissait même pas mon grand-père. » Pour la première fois depuis son arrivée, Elena trouva sa voix. « Je connaissais Ricardo. Chaque jour, depuis 2 ans. »« Ricardo ?» s'étrangla Béatrice, son rire dur et amer. « Tu l'appelais par son prénom, comme si vous étiez amis. »« Nous étions amis. » répondit Elena d'un ton ferme. Il me parlait de ses livres préférés, de combien sa femme lui manquait, et de... « De quoi ?» l'interrompit Thomas, se penchant vers elle, tel un prédateur. « De combien il était facile à manipuler, de toute la fortune qu'il possédait ?» L'accusation frappa Elena comme un coup. « Je ne savais même pas qu'il était riche. Je pensais que c'était juste un retraité qui... »« S'il te plaît, » coupa Béatrice, avec un mépris glacial. Une serveuse dans un petit café ne finit pas avec 80 millions de dollars par hasard. Tu savais exactement ce que tu faisais. La patience du docteur Esteban Carvajal craqua. Il frappa la table du plat de la main. Ça suffit. Les volontés de M. Velasco sont claires. Il tendit ensuite à Elena une enveloppe scellée. Il y a également une lettre personnelle adressée à vous. Les mains tremblantes, Elena brisa le sceau et commença à lire à haute voix. « Ma chère Elena, si tu lis cette lettre, cela signifie que mon voyage est arrivé à son terme. Durant ces 2 dernières années, tu as été la seule à me traiter comme un homme, et non comme une source d'argent.
Tu ignorais que j'étais propriétaire de la chaîne de restaurants où tu travaillais, et pourtant, j'ai observé chaque acte de gentillesse que tu as eu, non seulement envers moi, mais envers chaque personne franchissant cette porte. Béatrice ricana, mais Elena poursuivit sa lecture. Durant mes derniers mois, j'ai fait semblant de ne pas pouvoir couper mon toast juste pour voir si ta gentillesse était sincère ou simplement de la politesse. Tu ne m'as jamais demandé de faveur, tu n'as jamais cherché à te rapprocher par intérêt. Quand ce jeune sans-abri est entré au café et que tu as discrètement payé son repas, tu ne savais pas que j'étais assis tout près. Quand tu as défendu Clara en cuisine après qu'un client grossier l'ait insultée, j'en ai été informé. De l'autre côté de la table, Thomas et Béatrice échangèrent un regard inquiet. Ma famille héritera de ma fortune personnelle, mais mes affaires reviendront à quelqu'un qui comprend vraiment que nourrir les gens est un acte de dignité et non une simple transaction pour faire du profit. Elena, tu as un cœur que cette famille a perdu depuis bien longtemps. Utilise ces ressources pour prouver que la compassion et le succès peuvent aller de pair. Elena termina la lettre, les larmes coulant sur son visage. Un silence lourd régnait dans la pièce. Puis, Béatrice se leva brusquement. « Nous allons contester ce testament, » lança-t-elle. « Nous prouverons qu'elle l'a manipulé. »« Bonne chance, » répondit froidement le docteur Esteban Carvaral. « Monsieur Velasco a passé 3 mois à enregistrer chaque interaction avec mademoiselle Rivas. Il a engagé des enquêteurs pour vérifier son intégrité. Il y a des vidéos, des témoins et toute la documentation nécessaire. Ce testament est inattaquable. » Thomas frappa la table de rage. « C'est insensé. Elle ne sait même pas gérer une entreprise. Monsieur Velasco a mis en place un comité consultatif pour l'assister, » répondit fermement Esteban Carvaral. Et il a précisé que toute tentative d'ingérence entraînerait l'annulation de l'héritage familial. Le regard de Béatrice aurait pu brûler du verre. « Tu as peut-être dupé un mourant, » siffla-t-elle, « mais tu ne survivras jamais dans notre monde. Nous te détruirons. » Elena se leva lentement, sa voix posée malgré les battements affolés de son cœur. « Essayez donc. » Alors que les Velasco quittèrent la pièce en furie, leurs menaces résonnant encore derrière eux, Elena resta assise, serrant la lettre de Ricardo contre sa poitrine. Il la voyait comme une étrangère, une opportuniste qui n'avait pas sa place. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est qu'elle avait grandi dans un quartier où survivre relevait du combat quotidien, et qu'elle avait appris très tôt que sous-estimer quelqu'un à cause de son apparence menait toujours à la défaite. Pour la première fois de sa vie, elle avait les moyens de prouver que la gentillesse n'était pas une faiblesse, c'était une force. Chaque ricanement, chaque insulte des Velasco ne faisait que renforcer une vérité qu'ils allaient bientôt découvrir. Quand on sous-estime quelqu'un qui n'a plus rien à perdre, on lui donne tout le pouvoir pour gagner. Les 2 semaines suivantes furent comme être jetées dans une mer profonde sans savoir nager. Elena était soudainement devenue propriétaire d'un empire de restauration qu'elle ne savait pas diriger, tandis que les Velasco œuvraient en coulisses pour rendre chaque étape aussi difficile que possible. Sa première réunion chez Velasco Holdings fut une humiliation calculée. Thomas avait convoqué les 15 directeurs régionaux, des hommes en costume hors de prix, affichant des visages marqués par l'arrogance et un mépris silencieux. Elena entra dans la salle avec sa plus belle robe, achetée en magasin discount, et sentit aussitôt le poids de chaque regard posé sur elle. « Voici notre nouvelle propriétaire », annonça Thomas avec un sourire moqueur. « Mademoiselle Elena Rivas, tout droit sortie de... » Comment c'était déjà? Ah oui, servir du café. Les rires qui suivirent furent discrets mais bien réels. Elena prit place en bout de table, la chaise qui, techniquement, lui appartenait, et tenta de garder son calme alors que leur regard la transperçait. « Eh bien, Elena, dit Thomas en feuilletant ses documents, en tant que nouvelle dirigeante visionnaire, j'imagine que vous avez des idées révolutionnaires pour notre entreprise. Peut-être un café plus fort. » Les hommes rirent de nouveau. Elena inspira lentement. Elle n'allait pas les laisser la briser. « En réalité, dit-elle en maîtrisant sa voix, j'ai quelques observations. »
Thomas s'adossa, souriant comme un chasseur prêt à frapper. « Nous vous écoutons. »« J'ai visité 7 restaurants ces 10 derniers jours, » commença-t-elle, gagnant en assurance à chaque mot. « Dans 5 d'entre eux, j'ai constaté que les employés noirs et latinos étaient principalement relégués à la cuisine ou au ménage, tandis que les postes en salle étaient occupés presque exclusivement par des blancs. Dans 3 établissements, j'ai vu de mes propres yeux des managers traiter différemment les employés selon leur origine. La salle se figea, les sourires disparurent. De plus, poursuivit-elle, tous les menus de la chaîne sont identiques, alors que chaque quartier a sa propre culture et sa clientèle spécifique. Et le restaurant du centre-ville facture 18 $ pour le même burger vendu 12 en banlieue, alors que les coûts d'exploitation sont quasiment identiques. Thomas ouvrit la bouche pour l'interrompre, mais Elena continua. « Et ce n'est pas tout, » ajouta-t-elle, sa voix calme mais tranchante. Les avis en ligne montrent une tendance claire. Les notes les plus basses correspondent systématiquement à la démographie de chaque lieu. Est-ce vraiment un hasard si les pires critiques viennent des quartiers où vous affectez les employés les moins expérimentés? Un homme à la table, Serrano, laissa échapper un rire moqueur. Sauf votre respect, mademoiselle. Diriger des restaurants n'a rien d'une expérience sociale. C'est une question de profit. Vous avez parfaitement raison, monsieur Serrano, répondit Elena sans hausser le ton. Et en parlant de profit, votre région, dans le district sud, a connu une baisse de 23% l'année dernière. Coïncidence curieuse, puisqu'elle correspond à l'implémentation de votre fameux plan d'optimisation du personnel, qui a opportunément éliminé les employés plus âgés et expérimentés. Le sourire de Serrano s'effaça. Son visage perdit toute couleur. Comment pouvait-elle savoir cela? La vérité, c'est qu'Elena avait passé les 2 dernières semaines à travailler presque sans relâche. Le docteur Esteban Carvaral lui avait accordé un accès complet au rapport de l'entreprise et elle avait dévoré chaque document disponible. À sa grande surprise, elle découvrit un talent qu'elle ignorait posséder, une aptitude naturelle pour les chiffres. Des années à gérer les factures de sa mère, calculer les pourboires et faire tourner le café avaient entraîné son esprit à repérer des schémas que d'autres manquaient. Mais la découverte la plus précieuse ne se trouvait pas dans les données. C'était une alliée. Lina Seo, directrice financière de l'entreprise depuis 12 ans, était une femme américano-asiatique de 45 ans, aux qualifications irréprochables. Malgré un parcours sans faute, elle avait été ignorée à plusieurs reprises pour des promotions. Lorsqu'Elena lui demanda d'abord l'accès au rapport, son ton fut distant, purement professionnel. Mais cela changea après une seule conversation. « Pourquoi n'investissez-vous pas davantage dans la formation des employés ?» lui avait demandé Elena lors de sa 2e visite au bureau. « Le taux de rotation à lui seul vous coûte 15% de votre bénéfice net. » Lina s'arrêta net de taper et leva les yeux, sincèrement étonnée. « Vous avez vraiment lu les rapports ?»« Je les ai lus 3 fois, admit Elena, et certaines choses ne tiennent pas la route. » Ce fut le déclic. Dès lors, Lina commença à lui montrer des données que personne d'autre n'avait examinées, des incohérences suspectes, des pertes dissimulées et des flux financiers douteux. C'est grâce à elle qu'Elena découvrit toute l'étendue du sabotage orchestré par les Velasco. Thomas n'était pas simplement mesquin, il était en train de démanteler l'entreprise de l'intérieur. Les employés compétents étaient déplacés vers des succursales en difficulté. Les fournisseurs fiables étaient remplacés par d'autres hors de prix. Les dépenses clés étaient gonflées pour affaiblir les comptes de l'entreprise. « Il veut que tu abandonnes », expliqua Lina un soir tard en montrant son écran rempli de tableaux Excel. « Le plan est simple, créer une crise, puis proposer de sauver l'entreprise en la rachetant pour une bouchée de pain. » « Et Béatrice ?» demanda doucement Elena. « Elle s'occupe de la partie légale, » répondit Lina. « Ils ont déjà des avocats qui cherchent des failles dans le testament. » Une vague de colère et de détermination traversa Elena. « Pourquoi tu m'aides ?» demanda-t-elle à voix basse. Lina lâcha un rire sec, sans joie.
Parce que j'ai vu Thomas gaspiller des millions dans des idées absurdes qu'un stagiaire aurait pu prévoir vouées à l'échec, parce que Béatrice m'a déjà appelé la petite comptable de papa devant le conseil d'administration, et parce que, elle hésita, puis ajouta, parce que Ricardo Velasco m'a donné mon premier vrai travail, à une époque où personne ne voulait donner sa chance à une femme asiatique dans la finance. Il croyait en ceux que le monde ignorait. À cet instant, Elena comprit quelque chose de profond. Elle n'était pas seule. Ricardo avait laissé bien plus que des biens et de l'argent. Il avait construit un réseau silencieux de personnes qui, comme elle, avaient été négligées, rejetées ou maltraitées par sa propre famille. Au cours des jours suivants, Elena rencontra plusieurs d'entre eux. Mauricio Vega, un directeur noir qui avait transformé un restaurant en établissement le plus rentable de la chaîne, jusqu'à ce que Thomas le rétrograde, par pur esprit de revanche. Ana Morales, une chef brillante dont les idées créatives avaient été rejetées parce qu'elle ne comprenait pas la clientèle. Jaime Anne, un expert en marketing digital qui avait proposé des campagnes inclusives et avait été ridiculisé en réunion. Tous partagèrent la même histoire, talentueux, travailleurs et volontairement sabotés par les Velasco. Ricardo nous parlait, dit Mauricio lors d'un déjeuner calme. Pas officiellement, mais il savait ce qui se passait. Il posait des questions. Il écoutait. Je pense qu'il prenait des notes. Des notes sur quoi? Demanda Elena. Sur la façon dont la famille traitait le personnel. Sur comment il gaspillait l'argent de l'entreprise. Sur comment il détruisait tout ce qu'il avait construit. C'est Anna qui lui donna l'information clé. Il y a un coffre-fort dans son ancien bureau, dit-elle. Personne ne l'a touché depuis sa mort. Les avocats ont dit que seul toi peux y accéder. Ce soir-là, Elena se rendit au bureau de Ricardo, au dernier étage. Le coffre était caché derrière un tableau, exactement là où le docteur Esteban Carvaral l'avait indiqué. Elle utilisa la combinaison fournie dans une enveloppe scellée. À l'intérieur, elle trouva quelque chose qui fit battre son cœur plus fort. Des années d'enregistrements secrets. Ricardo avait tout conservé, réunions, appels, conversations. Il avait méticuleusement documenté chaque décision corrompue, chaque remarque cruelle, chaque signe de discrimination ou de mauvaise gestion financière. Et parmi les piles de dossiers, Elena découvrit encore plus, des enquêtes privées sur les finances personnelles de Thomas et Béatrice. Dans le coffre se trouvaient des rapports détaillant des sociétés écrans, des comptes offshore, et ce qui ressemblait à un réseau sophistiqué de blanchiment d'argent utilisant les restaurants comme couverture. « Mon Dieu !» murmura Elena en feuilletant les documents révélant que des millions avaient été détournés au fil des ans. Son téléphone vibra soudain. Un message de Thomas. « J'espère que tu t'amuses bien dans ton rôle de petite patronne. La semaine prochaine, on rencontre des investisseurs potentiels. Je suis sûr qu'ils te feront une offre que même toi, tu comprendras. » Pour la première fois depuis des jours, Elena sourit. Il pensait encore qu'elle n'était qu'une serveuse nerveuse, jouant à la PDG. Il n'avait aucune idée qu'il venait de défier une femme qui tenait entre ses mains de quoi détruire non seulement leur réputation, mais aussi leur liberté. Alors qu'elle classait la montagne de preuves laissée par Ricardo, un nouveau sentiment naquit en elle. Elle n'était plus la femme effrayée qui se tenait devant le tribunal quelques semaines plus tôt. Ricardo ne lui avait pas seulement légué une entreprise, il lui avait donné une arme. Une preuve que mépriser quelqu'un à cause de ses origines était le début de sa propre chute. La réunion avec les investisseurs était prévue 5 jours plus tard. Thomas comptait présenter Velasco Holdings comme une entreprise en déclin, dirigée par une débutante incompétente, prête à être vendue pour 3 fois rien. Ce qu'il ignorait, c'est qu'Elena avait passé ces mêmes semaines à étudier chaque recoin de l'entreprise et à construire en silence sa contre-attaque, une stratégie capable de démanteler l'empire de quiconque oserait lui prendre ce qui lui revenait. Car quand on grandit dans un monde qui remet sans cesse en question votre valeur, on apprend une vérité que les privilégiés ne comprendront jamais.
La différence entre paraître puissant et être dangereux réside dans la possession de preuves, d'alliés et d'un plan si précis que lorsqu'il se déploie enfin, il est trop tard pour fuir. La réunion avec les investisseurs était fixée à 10 heures dans le salon exécutif du 30e étage. Thomas avait soigneusement choisi l'endroit, une pièce luxueuse avec des sols en marbre, une vue imprenable sur la ville et une ambiance conçue pour rappeler à tous qui détenaient le pouvoir. Il s'attendait à ce que le décor l'intimide. Elena arriva avec 5 minutes d'avance, une simple mallette à la main, accompagnée uniquement de Lina Seo. 5 investisseurs étaient déjà installés, des hommes d'âge mûr en costume sur mesure, leurs regards aiguisés et calculateurs, prêts à conclure une affaire rapide et rentable. « Messieurs, » commença Thomas avec son sourire le plus soigné, « permettez-moi de vous présenter notre propriétaire actuelle, mademoiselle Elena Rivas. Comme vous pouvez le voir, elle est un peu dépassée par les responsabilités de l'entreprise. » Béatrice, élégante et venimeuse dans son tailleur de créateur, ajouta d'un ton moqueur « La pauvre, elle a vraiment fait de son mieux. Mais gérer un empire de restauration, ce n'est pas tout à fait la même chose que servir du café, n'est-ce pas, ma chère ?» Elena prit place à la tête de la table, la place qui lui revenait. « Merci d'être ici, messieurs. Avant de discuter d'une éventuelle vente, je pense que vous méritez de connaître la vérité sur l'entreprise que vous envisagez d'acheter. » Thomas ricana d'un air méprisant. « Elena, voyons, ces messieurs sont ici pour parler affaires, pas pour écouter les théories d'une ancienne employée. »« Tu as raison, Thomas, » répondit calmement Elena en ouvrant sa mallette. « Et les vraies affaires exigent de la transparence. Par exemple, saviez-vous que ces 18 derniers mois, plus de 2,3 millions de dollars ont tout simplement disparu des comptes de l'entreprise. » Le sourire de Thomas se figea. « Je ne vois pas ce que tu insinues. » Elena distribua des dossiers soigneusement préparés à chaque investisseur. Transferts vers des comptes offshore, contrats gonflés avec des sociétés écrans, factures falsifiées, tous autorisés et signés par vous, Monsieur Velasco. L'investisseur principal, M. Raphaël Ibanez, fronça les sourcils en parcourant les documents. « Ces chiffres ne correspondent pas aux rapports financiers qu'on nous a fournis. »« C'est parce que les rapports que vous avez reçus ont été falsifiés, » répondit Elena avec calme. Lina connecta son ordinateur au projecteur. « Docteur Esteban Carvajal, pouvez-vous nous rejoindre, s'il vous plaît ?» La porte s'ouvrit et l'avocat entra, portant une grande boîte de preuves. Le visage de Béatrice devint livide. « C'est quoi, ça ?» hurla Thomas en se levant brusquement. « La justice !» dit simplement Elena. Le premier enregistrement se lança, un appel téléphonique avec la voix reconnaissable de Thomas. « Je veux que les chiffres du district sud soient catastrophiques. Annuler les fournisseurs bon marché et engager nos amis qui facturent 3 fois plus. Une fois que la serveuse verra qu'elle perd de l'argent, elle voudra vendre rapidement. » La pièce devint silencieuse. Béatrice tenta de se lever, mais le docteur Esteban Carvajal lui fit signe de rester assise. « S'il vous plaît, Madame Velasco, il y a encore autre chose. » Le clip suivant montrait Béatrice ordonnant au comptable de modifier les rapports. Un autre révélait des commentaires classistes et méprisants à propos d'Elena. Un quatrième exposait leur corruption auprès de fournisseurs pour livrer des produits de mauvaise qualité après la mort de Ricardo. « Mon Dieu !» murmura un investisseur. « Vous sabotiez volontairement votre propre entreprise pour organiser une vente frauduleuse. » Le visage de Thomas brillait de sueur. « Ce n'est pas ce que ça paraît. Elle nous piège. »« Un piège ?» demanda froidement Elena. « Dis-moi, Thomas, dans quel contexte cela est-il acceptable ?» Une vidéo apparut à l'écran, une séquence de vidéosurveillance au bureau, montrant Thomas en train de détruire des documents 3 jours après la mort de Ricardo. Sa voix retentit dans la salle, glaciale et sans équivoque. « Brûlez tout. Cette fille du café ne doit jamais voir les vrais chiffres. » Béatrice bondit, perdant son calme. « Vous avez enregistré des conversations privées. C'est illégal. » « Au contraire, » répondit le docteur Esteban Carvajal, calme et précis. «
Ces enregistrements ont été réalisés par Monsieur Velasco lui-même, dans son bureau privé et sur sa propriété. Il en avait parfaitement le droit, et depuis des années, il vous soupçonnait tous les deux de le voler. Les investisseurs échangèrent des regards inquiets. Monsieur Raphaël Ibáñez prit enfin la parole. « Messieurs, je pense que nous sommes tous d'accord. Nous n'avons aucun intérêt à nous associer à une entreprise fondée sur la fraude. » « Attendez, balbutia Thomas, la panique montant. « Elle ment, elle déforme tout. C'est une... » « Une quoi, Thomas ?» demanda doucement Elena, sa voix posée mais tranchante. « Vas-y. Dis à tout le monde ici exactement ce que tu penses de moi. » Thomas se figea. Ses lèvres bougèrent, mais aucun mot n'en sortit. Tout ce qu'il dirait ne ferait que confirmer les préjugés déjà enregistrés, prêts à être diffusés. Elena se leva lentement, digne et en contrôle. « Messieurs, comme vous pouvez le constater, Velasco Holdings est en excellente santé. Le problème n'a jamais été le leadership, mais la corruption interne. Une fois celle-ci éliminée, nos prévisions sur 5 ans montrent un triplement des bénéfices. » Lina projeta les données financières mises à jour et les investisseurs se penchèrent, visiblement impressionnés. Les chiffres racontaient une histoire de force, celle que les Velasco avaient tenté désespérément d'enterrer. « Cela dit, » poursuivit Elena, « je ne suis plus intéressé par la vente de l'entreprise, mais j'ai une contre-proposition. » Son sourire calme dégageait une force silencieuse qui poussa instinctivement Thomas à reculer. « J'ai l'intention de racheter vos parts de l'héritage. J'offre 5 millions de dollars chacun. »« 5 millions !» cracha Béatrice, scandalisée. « Notre héritage vaut 50 millions. »« Valait !» corrigea fermement le docteur Esteban Carvajal. Après les révélations d'aujourd'hui, fraude, blanchiment d'argent, falsification de documents, combinées à l'enquête fédérale en cours et à la couverture médiatique imminente, vos parts ne valent même plus autant. Elena sortit une enveloppe scellée et la posa sur la table. « Pour être totalement transparente, dit-elle, des copies de ces preuves ont déjà été envoyées au FBI, au fisc et au New York Times. L'article paraîtra demain matin. » Le visage de Thomas vira au rouge. « Tu ne peux pas nous faire ça. Nous sommes une famille. » Le rire d'Elena était doux, mais sans chaleur. Une famille ne sabote pas l'héritage de l'homme qui a tout construit. Une famille ne vole pas. Et une famille ne traite certainement pas quelqu'un de moins que rien quand elle pense ne pas être entendue. Le masque de Béatrice finit par se briser. « Tu as peut-être toutes ces preuves, » siffla-t-elle, « mais jamais personne n'acceptera qu'une fille sans pédigré dirige une entreprise sérieuse. Tu n'as pas ta place dans ce monde. » Elena regarda autour d'elle. Les investisseurs la fixaient désormais avec un respect ouvert. Lina lui adressait un sourire fier et le docteur Esteban Carvajal hochait la tête avec approbation. Puis elle planta son regard dans celui de Béatrice. « Tu as raison, » dit-elle calmement. « Je n'ai pas ma place dans ton monde. J'appartiens à un monde où le caractère compte plus que le privilège, où la compétence vaut plus que le statut, et où le respect n'est pas une option. C'est ce monde-là que je suis en train de bâtir, et c'est pour ça que je réussirai là où tu as échoué. » Monsieur Raphaël Ibáñez se leva et lui tendit la main. « Mademoiselle Rivas, ce serait un honneur d'investir sous votre direction. Quand vous serez prête à vous développer, venez nous voir. » Les investisseurs lui serrèrent la main un par un, ignorant complètement les Velasco, tandis que Thomas et Béatrice ramassaient leurs affaires dans un silence humilié. Leur empire, autrefois intouchable, s'était effondré en une seule matinée. À la porte, Béatrice se retourna une dernière fois, la voix tremblante de rage. « Tu ne tiendras pas. Tu échoueras, et quand ce sera le cas, personne ne viendra te sauver. » Elena sourit, calme et sûre d'elle. « Béatrice, tu m'as déjà donné le plus grand avantage qu'on puisse espérer. Tu m'as sous-estimé. Tu étais tellement occupée à te moquer de moi que tu m'as laissé le temps et la liberté de me préparer. Alors merci pour ça. » Quand tout le monde fut parti, Elena resta seule devant la fenêtre, la ligne d'horizon scintillant sous ses yeux.
L'entreprise lui appartenait désormais, mais plus encore, sa liberté aussi. Ricardo ne lui avait pas seulement laissé un empire, il lui avait laissé la preuve que la compassion et l'intelligence pouvaient tout changer. Et son histoire ne faisait que commencer. Car les gens comme les Velasco, ceux qui ont toujours détenu le pouvoir, ne disparaissent que rarement en silence. Leur chute avait été publique, mais la véritable justice restait à venir. 6 mois plus tard, le visage d'Elena faisait la couverture du magazine Forbes en tant que femme d'affaires révélation de l'année. Sous sa direction, Velasco Holdings était devenue la chaîne de restaurants la plus performante de la région, s'étendant à 23 nouvelles enseignes et lançant l'une des initiatives de diversité les plus réussies du pays. Thomas travaillait désormais comme vendeur en boutique après avoir été licencié à plusieurs reprises pour insubordination. Béatrice passait ses journées à faire du démarchage téléphonique pour une compagnie d'assurance, son ancien domaine grandiose hypothéqué au-delà de toute récupération. Lors de l'inauguration du nouveau siège de l'entreprise en centre-ville, Elena se tenait devant une foule en liesse, ciseaux à la main. À ses côtés, une photo encadrée de Ricardo Velasco. En coupant le ruban, elle murmura « Merci de m'avoir montré que la gentillesse est la plus grande des forces. » Mauricio, désormais directeur régional, sourit discrètement. Il avait toujours su reconnaître le vrai potentiel. La plus grande revanche, pensa-t-il, ce n'est pas d'abattre ceux qui vous ont méprisé. C'est de créer quelque chose d'assez remarquable pour qu'ils passent le reste de leur vie à se demander comment ils ont pu passer à côté de votre valeur. Elena avait prouvé, une bonne fois pour toutes, que l'intégrité et le courage brilleraient toujours plus fort que le privilège.